Et avec nous pour aller plus loin ce soir, Stéphanie Villers, bonsoir. Vous êtes chef économiste du groupe de protection sociale Humanis. Benjamin Corriat, professeur d'économie à l'université Paris 13 et membre des économistes atterrés. Frédéric Fréry, professeur de stratégie à l'ESCP Europe. Et Bruno Cotresse, politologue, chercheur au CEVIPOF. Merci à tous les quatre d'être ici. Avant de vous interroger, je voudrais qu'on écoute le ministre de l'économie, invité de Public Sénat ce matin. Bruno Le Maire nous dit « Croissance en hausse ne rime pas forcément avec redistribution aux Français ». Moi, je ne vous dis pas que je vais redistribuer à tout va. Parce que ça, c'est la politique qu'on fait depuis 20 ou 30 ans. Dès qu'il y a une légère amélioration, immédiatement, on redistribue. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire plus de dépenses publiques et au bout du compte, plus d'impôts. Donc je ne dis pas que nous allons plus redistribuer. Je dis que nous allons plus aider encore ceux qui travaillent à avoir une meilleure rémunération à la fin du mois. Stéphanie Villers, c'est quand même difficile à comprendre pour les Français. On entend une croissance en hausse, pas de redistribution à tout va, comme le dit le ministre. Ce qu'on comprend, c'est que c'est priorité au désendettement de l'État, c'est ça ? Oui, effectivement. C'est-à-dire que là où Bruno Le Maire a raison, il dit la vérité, il n'a pas les moyens, tout simplement, de faire un plan de relance massif, puisqu'ils se sont engagés, le gouvernement s'est engagé à maintenir un déficit public autour des 3%. Donc il n'a juste pas les marges de manœuvre pour éventuellement relancer massivement la croissance en faisant des baisses massives d'impôts ou des augmentations de la dépense publique. Donc pour ça, il a raison. Mais les Français, effectivement, peuvent être déçus parce qu'on leur annonce depuis quand même quelques mois que tout va bien et ils ne perçoivent pas en fait cette embellie économique. Éric Woerth, dans Le Point, est très sévère. Il nous dit Emmanuel Macron dilapide la croissance. L'INSEE l'a dit, quand on fait la somme de tous les prélèvements, on aboutit à une baisse du pouvoir d'achat en 2018. Même Hollande n'avait pas fait baisser le pouvoir d'achat. Il s'est embourbé dans son bricolage fiscalo-social. Benjamin Corriat. Une croissance en hausse, pas de redistribution et pas forcément de hausse de pouvoir d'achat. Oui, enfin moi j'ai un point de vue un peu différent de celui qui a été exprimé. Il ne faut pas dire qu'il n'y a pas de marge de manœuvre. Il y en a des marges de manœuvre. Simplement, elles sont utilisées au profit des entreprises et dans des transferts unilatéraux. Quand on sanctifie le CICE sous la forme de baisse de charges sociales, on utilise 40 milliards de marge de manœuvre. Quand on fait le crédit impôt recherche, on utilise 7 milliards de marge de manœuvre. Quand on fait la flat tax, quand on fait, etc., on utilise plein de marge de manœuvre. Donc, il ne faut pas dire qu'il n'y en a pas. Elles sont utilisées dans une direction particulière. De la même manière, quand on prélève ce qu'on a prélevé sur les petites retraites pour les redistribuer aux actifs, et j'étais très frappé de voir Monsieur Le Maire dire nous allons continuer à favoriser les actifs. Ça veut dire quoi ? On va encore taper sur les retraites ? Bon. Donc, je veux dire, c'est pas vrai qu'il n'y a pas de marge de manœuvre. Il y en a. Elles sont utilisées tout le temps dans la même direction. Les Français le ressentent, en particulier évidemment les plus modestes, notamment en termes de pouvoir d'achat, puisque ces transferts sont très inégaux, très unilatéraux. C'est pas vrai qu'il n'y en a pas, il y en a. Bon, ce qu'on lui demande, c'est d'en changer la direction pour une partie d'entre eux. Voilà le fond de l'affaire. Emmanuel Macron qui vient de déclarer qu'il assumait de demander un effort aux plus âgés. Frédéric Fréry, d'un point de vue stratégique, ça vous paraît pertinent ? Alors d'un point de vue stratégique pour l'État, moi c'est pas mon métier. Moi ce que j'observe c'est les entreprises. Et ce que j'observe c'est que il y a 2 ans à peu près, il y avait effectivement une morosité forte chez les chefs d'entreprise. Je discute avec de nombreux chefs d'entreprise. Et c'est vrai que depuis quelques mois, ils sont tous extrêmement positifs. Leur principale inquiétude d'ailleurs est plutôt de trouver des gens à embaucher. C'est plutôt ça la difficulté qu'ils manifestent. Mais apparemment les programmes se remplissent, les commandes se remplissent très fortement. Là-dessus il n'y a pas d'inquiétude. Il semble que la finance des entreprises fonctionne également bien. Leur inquiétude est plutôt effectivement sur trouver la main-d'œuvre qui leur est nécessaire et qui est une main-d'œuvre qui corresponde à leurs besoins. Il y a une vraie différence, Bruno Cotresse, entre cette attente des Français et ce qui se passe dans les entreprises. Oui, bien sûr. Quand est-ce que ça va se rejoindre ? On ne parle pas du tout de la même réalité, en fait. C'est ça un peu le problème de l'action politique dans le domaine économique. C'est des sphères de réalité qui ne sont pas les mêmes. Au fond, lorsque le gouvernement prend un certain nombre de mesures pour favoriser la croissance, la réduction des déficits, les économistes voient bien que ça va dans la direction de donner plus de possibilités aux entreprises françaises. Par contre, les Français, à leur niveau, vivent dans un autre univers. L'autre univers des Français, c'est celui de leur vie quotidienne, c'est celui de la feuille de paye, c'est celui de leurs proches qui sont ou pas au chômage, qui ont de la difficulté à trouver un emploi. Et donc, c'est cette extrême difficulté de faire cohabiter les deux discours, moi, qui me frappe le plus. Par exemple, si on prend un exemple qui est la question des marges de manœuvre dont on parlait,
à la fois on dit aux Français, on n'a pas de marge de manœuvre, puis en même temps, le lendemain, on leur dit, vous savez, on va faire un service universel qui coûte 3 milliards. Donc les gens ne décodent plus, ils ne comprennent plus. Et donc ça met en permanence en doute la parole de ceux qui disent qu'il n'y a pas de marge de manœuvre, puisqu'en même temps, on leur annonce de nouvelles dépenses régulièrement. Et ça, c'est un grand problème qui n'est pas la particularité de ce gouvernement, mais qui touche tous les gouvernements. C'est un grand problème de communication dans l'action économique. Et ça se traduit dans les études. Il y a un indicateur qui vient très nettement noircir le tableau de cette croissance, c'est le moral des ménages. L'INSEE vient de publier les derniers chiffres. Moins 4 points en février, moins 6 points quand on leur parle de leur situation financière à venir. C'est le niveau de janvier 2015. Le moral des Français en baisse. Ça, c'est un indicateur qu'il ne faut surtout pas négliger, Stéphanie Villers. Oui, surtout que lorsqu'on voit par rapport aux autres pays, en zone euro, là, le moral des ménages des autres pays européens se situe à un très bon niveau et n'a pas baissé. En fait, là, on voit quand même que la France, le moral des ménages français décroche un peu. Mais pour l'expliquer, en fait, je pense qu'il y a quand même un réel problème de communication et je pense qu'aussi les Français ont été déçus par ce qui a été mené, parce que Emmanuel Macron a commencé à effectivement lancer la flexibilité du marché du travail. Et ça, on l'a bien compris, sa réforme du Code du travail, c'était pour permettre aux entreprises d'embaucher davantage. Bon, ok, les Français étaient d'accord pour ça, mais derrière, ils vendaient autre chose. Ils vendaient, on va former ceux qui sont mis de côté, on va faire un plan de formation de 15 milliards. Il va y avoir des formations pour les 1 million de chômeurs, pour les formations pour les jeunes qui n'ont pas de qualification. Et là, le en même temps ne fonctionne pas. C'est-à-dire que les réformes sur le Code du travail sont passées. On voit rien venir en matière de politique de formation. Alors, il a laissé les partenaires sociaux se dépatouiller, a priori, mais sans feuille de route. Si vous voulez, la révolution qu'il annonçait, on avait l'impression qu'il avait une vision très claire de ce qu'il fallait apporter aux Français pour que on sorte de notre problématique de chômage de masse, notamment chez les jeunes qui n'ont pas de formation, mais les idées n'apparaissent même pas. Et donc, je pense que les Français ont commencé à comprendre qu'il y avait un réel problème à ce niveau-là. Ils ont compris que la flexibilité, elle était ancrée dans le marbre, et la sécurité de l'emploi, ou en tout cas la capacité à être employable, là on voit rien venir. Et il y a une autre enquête intéressante, c'est celle de BVA parue il y a 15 jours. 68% des Français interrogés estimaient que leur pouvoir d'achat avait plutôt diminué depuis un an. Seuls 3% considéraient qu'il avait augmenté. Benjamin Corriat, le gouvernement paye seulement cette espèce de maladroite politique de communication sur le pouvoir d'achat, ou il y a beaucoup plus que ça ? Ah non, je pense que c'est pas seulement une maladroite politique de communication en termes de pouvoir d'achat. Les chiffres des économistes nous expliquent que la dépense fiscale, c'est-à-dire ce à quoi a renoncé l'État, les marges de manœuvre, a été transférée ou accaparée par une toute petite minorité. Et donc de ce point de vue, je veux dire, il y a un creusement des inégalités qui est important. Le pari de Macron, c'était de dire, comme on l'a souvent entendu, comme on a souvent entendu le slogan, la véritable égalité, c'est l'emploi. Ok. D'abord, c'est un aspect d'égalité, et de toute façon, on attend de voir venir. Donc, si vous voulez, tant qu'il n'y a pas de vraie amélioration à ce niveau-là, ce qui est ressenti, c'est la brutalité de ce transfert accaparé par une minorité, qui est en plus assumée comme telle, comme politique. Moi, je suis très frappé. On a discuté ici, dans un précédent débat, donc, de la réforme de la SNCF. Moi, je suis très frappé. On a un rapport de 127 pages, avec des annexes, etc. 40 propositions. Très bien. Donc, il y a de quoi faire, je veux dire. Si on mouline 40 propositions, on doit pouvoir trouver un compromis. Qu'est-ce que retient Macron ? On attaque le statut du cheminot, des salariés. On prépare l'ouverture à la concurrence et éventuellement à la privatisation à travers... Donc je veux dire, c'est complètement unilatéral. Et par là-dessus, on rajoute les ordonnances. Comment vous voulez que les Français des classes modestes se sentent en sécurité ? Ils sont dans le viseur. Je vous en parlais en introduction. Cette semaine, il y a eu ces annonces un petit peu contradictoires. Alors, celle très médiatisée sur le parc Disneyland Paris, 2 milliards d'euros d'investissement, 3 nouveaux parcs créés à Marne-la-Vallée. Puis en parallèle, Ford qui ferme son usine en Gironde, Castorama et Brico Dépôt qui annoncent des centaines de suppressions de postes. Bruno Le Maire était interrogé là aussi ce matin sur Public Sénat dans Territoire d'Info. Écoutez. Vous pourriez citer l'annonce qui a été faite par Disney de créer plusieurs milliers d'emplois. Plusieurs milliers d'emplois dans la région parisienne, justement
parce que la France est redevenue attractive. Vous pourriez citer l'exemple de toutes ces banques anglo-saxonnes qui disent « on va s'installer en France ». Vous pourriez rappeler que l'année dernière, nous avons créé plus de 245 000 emplois dans le secteur marchand. Donc nous sommes dans la bonne direction. Frédéric Fréris, c'est une vraie bonne nouvelle, cet investissement dans Euro Disney, avec des vraies créations d'emplois directs et indirects? C'est incontestablement une bonne nouvelle. Je rappelle quand même qu'il y avait une étude interministérielle qui avait été faite pour les 20 ans du parc, qui avait établi à peu près à 50 milliards d'euros le gain en valeur ajoutée pour la France. 50 milliards, c'est la dette de la SNCF, c'est aussi le budget annuel de l'éducation nationale. Alors, c'est sur 20 ans, mais bon, donc c'est évidemment une bonne nouvelle. L'extension, elle va être, en proportion, on peut tabler sur plusieurs milliers d'emplois. Il y a 16 000 emplois à l'heure actuelle. Si on étend à peu près en proportion, il y aura plusieurs milliers d'emplois directs qui seront créés. Et ensuite, il va y avoir beaucoup plus de gens qui vont venir, qui vont passer des nuitées supplémentaires, qui vont vraisemblablement venir aussi à Paris après, parce que c'est le but quand même. Donc on peut effectivement tabler sur un effet extrêmement bénéfique. Il y a un autre point qui est intéressant à souligner quand même, c'est que jusqu'ici, une part du déficit de Disneyland Paris venait du fait que la maison mère prélevait des royalties sur l'utilisation des personnages, et c'est ce qui faisait le déficit. Maintenant que ça a été totalement racheté par Disney, on peut penser que ces royalties ne seront plus versées de la même manière, sauf s'il y a une défiscalisation un petit peu compliquée, mais en tant que tel, on peut penser qu'il peut y avoir maintenant un bénéfice, et que donc ça aussi, ce sera effectivement une bonne chose pour la France. Et on va éviter les détails compliqués pour nos téléspectateurs. Bruno Cottresse, Euro Disney en France, c'est 6% de la recette touristique française. On peut s'en réjouir quand même? Bien sûr. Bien sûr, on ne peut que s'en réjouir. Pour illustrer les problèmes dont on parle, c'est vrai qu'il y a beaucoup de nouvelles comme ça, par exemple les Jeux Olympiques, aussi, qui vont aussi apporter beaucoup à l'économie de l'Île-de-France et de l'ensemble de la France. Mais justement, il y a toujours cette difficulté qui est des annonces qui sont dans le domaine macroéconomique ou qui ont une dimension presque un peu virtuelle quand on parle de sommes aussi importantes. Et puis après, la manière dont c'est lu au niveau de la vie quotidienne de chaque Français, où là, c'est beaucoup plus difficile de se rendre compte concrètement à chacun du niveau de chaque individu que l'économie va mieux. Moi, ce qui m'a frappé récemment, analysant justement comment les Français dans les enquêtes d'opinion perçoivent la question du pouvoir d'achat, il y a d'abord une très grande colère des retraités, ça c'est très clair. Il y a un doute qui est le doute que finalement, la taxe d'habitation et sa suppression, à un moment donné, sera reprise d'une autre main par la création d'un nouvel impôt. Ce doute est omniprésent dans les réponses des gens. Et puis, il y a aussi l'idée que, finalement, on va pas voir grand-chose venir. Finalement, il y a une hantise de l'inflation qui est toujours là. Lorsque les gens répondent spontanément, ils disent « mais tout devient de plus en plus cher et de toute façon, on va nous faire payer l'addition au bout d'un moment ». Donc, ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Il y a une sorte de doute permanent dans l'opinion qui est qu'on met en doute ces bonnes nouvelles économiques et qu'on dit au bout du compte, de toute façon, il y a une mauvaise nouvelle qui nous attend quelque part au coin de la rue. Moi, j'ai quand même une question. Cette annonce fracassante d'investissement de la part de Disneyland à Marne-la-Vallée de 2 milliards d'euros, c'est pas quelque chose qui s'est décidé sous Emmanuel Macron. C'est pas quelque chose. On ne décide pas du jour au lendemain d'investir 2 milliards d'euros dans un pays. Ça s'est fait pendant l'ère Hollande. Enfin, comment on peut imaginer ça? C'est indépendant complètement de la situation politique actuelle. Donc Emmanuel Macron s'accapare une espèce de victoire économique. Il est à la tête de l'État au moment où ça se passe, c'est une très bonne chose. Il n'y a pas de raison de ne pas s'en féliciter. Maintenant, il est bien évident que dans la stratégie de Disney, c'est pas le fait qu'on ait telle orientation politique ou pas qui fait qu'ils ont intérêt à investir sur Disneyland. C'est pas le Choose France d'Emmanuel Macron. Mais il faut quand même comprendre que la France a un avantage structurel pour Disney, c'est qu'elle est au cœur de l'Europe, et en une journée, vous pouvez avoir 700 millions de personnes qui viennent dans le parc. Et donc, le parc existe absolument. Déjà, donc, quelle que soit finalement l'orientation politique, et il n'y a absolument aucun intérêt à l'abandonner. Je rappelle que du côté de la Floride, ils ont maintenant des ouragans. Du côté des Chinois, il y a des goûts qui ne sont pas tout à fait les mêmes. Ils n'aiment pas Star Wars, par exemple. Pour Disney, c'est une mauvaise nouvelle. Et donc, l'Europe est bien évidemment... C'est plus l'Europe qui est au cœur de leurs préoccupations que la France. Mais la France est au cœur de l'Europe. Stéphanie Villers, vous diriez que du côté d'Emmanuel Macron, c'est une belle opération de com', finalement. Il instrumentalise quelque chose qui a été fait bien avant lui. Bien sûr, il surfe là-dessus. Mais après, il faut dire aussi la vérité. Les premiers investissements, c'est dans 3 ans. Donc, je comprends effectivement les Français. Ça ne va pas venir... Les créations d'emplois, c'est pas pour demain. Donc, il faut quand même dire la vérité, c'est-à-dire que la politique économique menée par le gouvernement, que ce soit celui-là ou un autre, ne peut pas tout faire. C'est-à-dire qu'il y aura quand même une amélioration du pouvoir d'achat, pas parce qu'on va baisser les cotisations salariales, mais bel et bien parce qu'il y aura de la croissance et il y aura une augmentation, une revalorisation des salaires. C'est comme ça que ça va fonctionner. C'est à partir du moment où les salariés vont voir que la machine est en marche, mais aussi pour
pour eux. C'est-à-dire que ils vont avoir des mais vont-ils le voir ? C'est ça la question. Normalement, effectivement, mais normalement, la croissance économique va dans le bon sens. Avec 2% l'année dernière, ça nous était pas arrivé depuis 6 ans. Cette année, vraisemblablement, ça sera au moins 2%, voire mieux. Les entreprises sont dans une situation, un moral qui est un climat de confiance ultra satisfaisant. Donc normalement, ça devrait venir, mais ça ne viendra pas de la politique économique, que ce soit de la redistribution ou autre chose. Je ne crois pas une seule seconde. Ça reviendra de la croissance, du moral des entreprises qui vont continuer à embaucher avec des plans d'investissement. Il y a énormément à faire dans le secteur privé qui n'a pas été fait. On a des retards d'investissement qui sont monstrueux dans les secteurs, les nouvelles technologies. Donc il y a énormément à faire et ça viendra de là. Il faut arrêter, effectivement, de croire ou de faire croire que c'est la politique économique menée par le gouvernement qui va faire les choses. Et on en est encore loin parce que la même semaine est tombée l'information sur Ford. Je le disais, le groupe a fermé son usine de Blanquefort en Gironde. Manque de chance pour le gouvernement. L'un des salariés du site n'est autre que Philippe Poutou, ex-candidat à la présidentielle, délégué CGT extrêmement médiatisé, que vous connaissez très probablement. Et voilà ce qu'il nous dit, Philippe Poutou. Le gouvernement a intérêt à ne pas voir cette usine disparaître. C'est la plus grosse usine d'Aquitaine. Des milliers d'emplois en dépendent. Si on compte l'emploi induit, les sous-traitances, la tourne autour de 4000 emplois et sa fermeture serait un signal politique négatif pour les autorités. Et on sent que le gouvernement prend cela très au sérieux puisque Bruno Le Maire fait une réunion sur le sujet dès demain à Bercy, Benjamin Corria. Oui, parce que du côté de Ford, en plus, probablement, on joue un jeu un peu compliqué. Parce qu'il faut quand même dire que c'est la 3e fois que Ford annonce soit la fermeture, soit des réductions d'effectifs. Et les 2 premières fois, ça lui avait assez bien réussi, puisqu'il avait obtenu des subventions, soit des autorités locales, soit des autorités nationales. Alors, cette fois, ça a l'air de marcher de nouveau, puisque le maire se précipite. Ceci dit, par rapport à ce qui a été dit précédemment, pour venir à un débat plus général, on a 2% de croissance. Fort bien, bien sûr. On s'en réjouit. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on sort d'une décennie perdue. C'est-à-dire qu'il y a eu 10 ans de stagnation en Europe, imposée par la politique économique du pacte budgétaire, qui a mis les freins de tous les côtés, et on a été la seule zone du monde à ne pas croître pendant 10 ans. Alors que maintenant on rattrape un petit peu, tant mieux, j'espère que ça va continuer, mais on a fait un dégât gigantesque. La désindustrialisation en France s'est accélérée de manière spectaculaire, notre capacité industrielle sur le territoire est complètement atrophiée. Il y a quand même un chiffre qui est très important, c'est celui du déficit du commerce extérieur français. Il était de l'ordre de 45 milliards d'euros, il vient de passer à 60 milliards d'euros. Donc ça indique le fait de la désindustrialisation, de l'atrophie, et derrière les Ford spectaculaires, etc., il y a des dizaines d'entreprises qui ferment tous les jours. Et vous ne croyez pas si bien dire, on a préparé effectivement un tableau, on va regarder ensemble, c'est le nombre de fermetures ou d'annonces de suppression de postes en France depuis le début du quinquennat, donc c'est relativement récent. Castorama et Brico Dépôt, 143 suppressions de postes nettes. Page Jaune Mappy, 900 suppressions nettes. PSA, 1300 ruptures conventionnelles. Pimki, plus de 200 suppressions de postes. Carrefour, plus de 2400. Nestlé, 400. Gemalto, 288. Frédéric Fréry, les chefs d'entreprise que vous côtoyez et que vous conseillez en stratégie, alors certes, le climat de confiance est bon, mais est-ce qu'ils vous disent, oui, on va embaucher ? Ah oui, absolument. Oui. Non, mais les exemples que vous donnez là, en fait, ce sont des exemples qui sont dans des industries relativement différentes les unes des autres, mais on peut voir quand même quelque chose derrière. On voit du Amazon, on voit du Google, on voit des choses comme ça. C'est-à-dire, c'est des gens qui sont face à des entreprises extrêmement puissantes, et dans le monde entier, vous avez des fermetures dans la grande distribution, vous avez des fermetures dans ce type d'activité. Donc c'est une conséquence de la faiblesse face à ces géants. Alors, faiblesse, disons qu'il y a des stratégies qui sont meilleures que d'autres. Et donc, quand il y a des stratégies qui sont meilleures que d'autres, vous avez des entreprises qui ont des difficultés. L'idée, après, c'est d'avoir des entreprises qui ont des meilleures stratégies, tout simplement, et qui sont capables de lutter contre ces entreprises-là. Mais c'est pas spécifiquement français. Il n'y a pas de conséquence d'une politique économique française. C'est ce que j'allais vous demander, qui pourrait être lié notamment aux ordonnances. Pas à ma connaissance. Alors, sur le cas de Ford spécifiquement, effectivement, il y a l'histoire du chantage éventuel à la subvention. Ils en sont capables, ils l'ont déjà fait. Il y a peut-être une autre explication aussi, c'est le changement de politique fiscale aux États-Unis. Et ils peuvent avoir intérêt à rapatrier de l'argent maintenant qu'ils paieront moins d'impôts dessus. Mais à chaque fois, ce sont des cas d'espèce qui sont sur des stratégies spécifiques de certaines entreprises. Moi, j'ai un petit peu de mal à en tirer des règles générales. Bien sûr. On ne peut pas imaginer qu'avec l'élection de Macron, et pardon si c'est un peu provocant de demander ça, mais les chefs d'entreprise seraient décomplexés face à des politiques de licenciement ou de suppression de postes. Bruno Cotresse. En tout cas, dans l'opinion,
pour moi, ce que j'analyse vraiment dans les logiques de l'opinion, ça commence à émerger comme thématique. Dans les enquêtes récentes qui sont disponibles, on voit qu'effectivement commence à apparaître un thème qui est mais ça va trop à droite, c'est trop en faveur des patrons, c'est déséquilibré, on s'occupe pas assez des petits, de ceux qui n'ont pas, des plus démunis, il y a même une forme d'arrogance par rapport à eux. Donc ce sont des mots que les gens commencent à utiliser. Et c'est vrai que sur cette question, il y a un enjeu extrêmement important. Si au fond le discours dominant aujourd'hui, c'est de dire ça va mieux, les patrons ont davantage confiance, ils vont créer des emplois, la machine commence à retourner, il est absolument indispensable que les Français envoient des conséquences concrètes, bulletins de salaire, travail pour leurs proches, etc. Parce que sinon, ça va rester un discours très, très général pour eux. Et à un moment donné, l'écart peut être extrêmement important entre un monde économique qui dit non, ça va très bien, et puis des sphères dans l'opinion publique ou des morceaux de la société française qui disent on ne comprend pas pourquoi on nous dit que ça va bien, alors pour nous, ça va toujours aussi mal. Donc ce point est absolument essentiel dans la perspective d'une vraie réussite du mandat d'Emmanuel Macron, c'est-à-dire qu'au bout du compte, la France aille mieux, les Français aillent mieux, c'est quand même le but du jeu. Vous avez parfaitement raison, le seul intérêt de la croissance économique, c'est qu'elle puisse être partagée par la population. Voilà. Maintenant, en stratégie, il y a une chose qu'on sait aussi, c'est qu'on investit maintenant pour avoir des résultats plus tard. Et vouloir des résultats tout de suite, ça peut détruire toute espèce de possibilité de succès. Donc il faut une forme de patience. Tuer les autres politiques économiques Malheureusement, des dernières années. Il faut une forme de patience et il faut y croire. Voilà, si on y croit, s'il y a une idée positive qui se dégage de tout ça, ça peut tout à fait fonctionner. Si malheureusement on veut tout de suite avoir les résultats, là il y aura plus de problèmes. Stéphanie Villers, oui. Oui, et puis en face de ces suppressions d'emplois, il faut rappeler qu'en même temps, il y a eu 200 000 créations d'emplois en France. Il n'y a pas eu, effectivement, faut pas une. Dans la balance, la France reste. Il faut quand même donner l'ensemble des chiffres, pas uniquement les chiffres où, effectivement, il y a Macron veut effectivement faciliter le licenciement. Il l'a dit, mais il le dit en disant parce que ça va permettre, en fait. Comme je prends pas parti. Je dis juste ce qu'il nous dit, ce qui nous explique. Il faut effectivement que le marché soit plus flexible parce que comme ça, les entreprises se sentiront moins bloquées, elles vont embaucher davantage. Mais effectivement, les salariés les Français en général attendent quand même des résultats. Et tout cela nous amène à cette question, le salut viendra-t-il de l'étranger ? Emmanuel Macron compte en tout cas beaucoup sur ses investissements étrangers. Lorsqu'il était en Chine en janvier dernier, il a tout fait pour séduire l'une des premières puissances économiques mondiales. Écoutez. Alors, j'ai décidé d'adopter une méthode, d'écouter, de proposer, d'avancer et de construire la confiance. De créer ensemble ce chemin de fidélité, de viabilité réciproque. Pour cela, je reviendrai au moins une fois par an en Chine, tout au long de mon mandat. Voilà la promesse, revenir une fois par an. Benjamin Correa. Écoutez, là, Macron n'invente rien. Je veux dire, le rôle de représentant de commerce des chefs d'État, en particulier vis-à-vis... Mais il est peut-être meilleur que les autres sur ce sujet. Ça, c'est ce qu'on va voir. Ça, il ne faut vraiment pas se précipiter. Comme pour le reste des annonces de Macron, il s'auto-déclare meilleur que les autres. On va voir. Bon, simplement, en tant qu'économiste, je voudrais quand même tempérer un peu l'idée que le salut peut venir de l'étranger. Ouais. Je veux dire, les chiffres de l'investissement étranger en France, qui sont bons, pour 2017, puisqu'on a eu, je crois, 1100 et quelques projets, une sorte de petit record, en tout cas une excellente performance. Tout ça, ça se traduit par quoi, vous savez ? Par 30 000 emplois créés ou maintenus. Vous voulez dire c'est dérisoire ? C'est dérisoire. C'est dérisoire. C'est dérisoire. En tout cas, le salut ne viendra pas de là. Donc, si vous voulez, il faut rester très calme sur l'investissement étranger en France. L'attractivité de la France est bien meilleure et pourtant les effets sont très restreints. Donc la vraie question c'est les entreprises déjà installées sur le territoire, si je peux dire, vont-elles investir suffisamment pour rattraper, je répète, la décennie perdue où on a atrophié la capacité de création d'emplois. Bon, et c'est vrai que de ce point de vue, là encore, je ne veux pas du tout jouer les Cassandres, etc. Mais ce qu'on sait, c'est quoi ? C'est que l'économie française, elle est dominée
par des très grands groupes, et que les très grands groupes, et les groupes du CAC 40, et qui sont très puissants, je veux dire, la France a un nombre de grandes entreprises représentées dans le monde, dans le classement des 50 premières, exceptionnel, quand on regarde les différents secteurs. Ces entreprises, la France, ça les intéresse pas du tout. Donc elles vont investir, mais pratiquement pas en France, comme elles le font depuis plusieurs années. Donc je veux dire, c'est bien que les entreprises petites et moyennes pensent qu'il y a de la marge et qu'elles investissent, et tant mieux. Et il faut les encourager, trouver les moyens de les encourager. Mais je veux dire, si les gros mastodontes continuent à investir plutôt à l'étranger qu'ici, on ne va pas sortir de la nasse. Le salut ne viendra pas de l'étranger, vous êtes tous d'accord avec cela ? Moi, je pense que l'Allemagne peut aider, parce que s'il y a eu une décennie perdue, ça n'a pas été une décennie perdue pour elle, parce qu'elle s'en sort extrêmement bien. Exactement. Elle a effectivement un niveau de croissance dynamique avec un taux de chômage extrêmement faible. Par contre, si on voit son niveau de consommation, c'est dramatique. C'est-à-dire que les Allemands ne consomment toujours pas. C'est-à-dire qu'ils ont un emploi, ils ont des revalorisations salariales, ils ont de la croissance, mais les chiffres viennent de tomber pour le dernier trimestre 2017. Eh bien, la consommation est nulle. Le taux de consommation est à zéro. Donc là, c'est un vrai problème parce que c'est pas que un problème allemand. Ça veut dire qu'ils n'achètent pas nos produits. Ils ne jouent pas le jeu. C'est-à-dire, ils vendent leurs produits à l'ensemble des pays de la zone euro. Mais par contre, derrière, il n'y a pas de réciprocité. Pourtant, ils ont les moyens de dépenser, mais ils n'achètent pas nos produits. Et ça pourrait aider que les Allemands commencent à consommer. Oui. Frédéric Fréry, miser sur les investissements étrangers de la part d'Emmanuel Macron, c'est plutôt une bonne stratégie. Évidemment que c'est une bonne idée. Et si des entreprises françaises, effectivement, investissent à l'étranger, ça veut dire aussi qu'il y a des entreprises étrangères qui investissent en France. De toute façon, ça marche dans les deux sens. Moi, ça crée finalement assez peu d'emplois. Alors ça, faut voir exactement ce que ça veut dire exactement. 30 000, ça, je sais pas. C'est les chiffres de Madame Pénicaud. Je ne sais pas. Ce que je sais, en tout cas, moi, c'est qu'à voyager pas mal dans le monde, je vois que l'image de la France s'est très fortement améliorée sur le plan économique. C'est-à-dire que dans le monde entier, on est maintenant un pays qui est attractif. Et ça peut être que très très bien dans les mois qui viennent. Et vous nous dites qu'il faut être patient. Ça sera le message de ce soir. Merci à tous les quatre.